Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle visioconférence. Oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Georges Borges da Silva, qui est médecin formateur aux méthodes de la recherche et de la publication scientifique. Il nous vient de Toulon et son exposé a le titre suivant: Comment évolue la connaissance scientifique en santé? Alors, au cours de ces visioconférences, on a parlé plusieurs fois de la publication scientifique, de ses dérivés, etc. Aujourd'hui, on est donc sur un sujet un peu plus large, sur l'évolution de la connaissance scientifique, c'est-à-dire le fond de l'histoire, finalement. Or, depuis le début du XXe siècle, depuis la fin du XXe siècle plutôt, nous sommes entrés dans une période de grands bouleversements là, avec une rapidité du renouvellement des connaissances, une validité des publications qui était peu contestée jusqu'ici, mais qui l'est maintenant très souvent. À la fin du XXe siècle, on imaginait encore que les progrès de la médecine parviendraient à éradiquer les grandes maladies dont souffrent les populations, mais on a vu que ça n'était pas toujours le cas, et nous sommes dans un régime que l'on peut qualifier d'incertitude et de complexité. Alors, notre orateur d'aujourd'hui, le docteur Georges Borges da Silva, va donc aborder ces différents problèmes dans- parce qu'il a une grande expérience dans le domaine de la santé, sur la publication, les revues de la littérature, l'approche probabiliste de l'épidémiologie clinique. Bref, je ne vais pas résumer tous les sujets qu'il va nous aborder et je lui laisse la parole. Merci d'intervenir aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Et donc, je vais commencer. Je vais commencer par partager donc mon écran, euh, le mettre en diaporama. Voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde. Bon, C'est Euh, parfait. voilà, donc on va commencer. Donc, j'utilise différentes sources, hein. Ce n'est pas que ma production intellectuelle, hein, ce diaporama. C'est vraiment plusieurs sources que j'utilise et que je cite au fur et à mesure. Euh, Donc, c'est comment le sujet général, c'est comment la connaissance évolue. Je vais suivre un plan qui est le suivant. Donc, je vais parler de ce que c'est que la connaissance, et notamment la connaissance scientifique, les bouleversements qu'il y a eu depuis le XXe siècle, l'évolution de la production de la connaissance scientifique, et puis une date, 1994, qui est le tournant dans la production des connaissances médicales. Et si pour certains la médecine était un art, la médecine devient une science, et notamment à partir de cette date, et on verra pourquoi. Euh, Ensuite, j'aborderai de comprendre un élément qui me semble très important, qui n'était pas prévu dans ma proposition de communication, mais il me semble que c'est difficile, euh, c'est difficile aujourd'hui de... Il faudrait couper les micros. Peut-être que peut-être je peux couper le bruit. voilà, je pense qu'il est coupé le micro là. Oui. Euh, donc oui, c'est bien que chacun coupe son micro, s'il vous plaît. Ça peut perturber les autres. Donc, j'expliquerai pourquoi cette date est très importante, et puis de 1994. Et puis, je ne peux pas aujourd'hui, en parlant de connaissances scientifiques, éviter de parler de ce qui se passe aux États-Unis en 2026. Donc, j'en parlerai à la fin. Donc, la connaissance scientifique, qu'est-ce que c'est? Donc, la connaissance en elle-même. Moi, je montre écran. Voilà. Il y a actuellement une dématérialisation des activités. La connaissance est au cœur des activités de tout être humain et elle fait partie d'un capital immatériel et qui est très important dans toutes les organisations, que ce soit dans les hôpitaux, dans les universités, mais aussi dans l'industrie, dans le commerce. Partout, le capital immatériel est très important. Et ce capital est, bien qu'important, est difficile à manipuler parce qu'il est produit au quotidien par les équipes, par les individus qui travaillent.
Et, c'est malgré tout important de matérialiser ces connaissances pour pouvoir les transmettre. On va voir pourquoi. Euh, Si vous voulez, la connaissance peut être tacite dans le travail humain et elle peut être explicite et stockable et donc transférable. Par exemple, là, j'ai pris des images de la recherche de diamants, parce qu'on est tous à la recherche de diamants, même si c'est virtuel. Et donc, on peut tamiser du gravier dans des rivières, un petit peu comme les chercheurs d'or, et en trouver des diamants dans certains pays. Et puis, il y a d'autres techniques qui permettent dans des mines de diamants de rechercher les diamants avec du matériel et avec des techniques sophistiquées, avec des connaissances importantes. Voilà, donc c'est un peu ça la différence entre ce qui est la connaissance tacite d'un côté et la connaissance explicite sur la droite. Donc, la connaissance fait partie d'autres éléments. On a les données. Les données, ce sont des valeurs quantitatives ou qualitatives sans signification particulière, par exemple une molécule, un nombre, etc. On a ce qu'est l'information. L'information, c'est principalement une réponse à une question. C'est des données mises en contexte qui deviennent une information. Donc, par exemple, la posologie d'un médicament pour une maladie. On a alors la connaissance qui, elle, met en œuvre un processus de transformation des informations pour leur donner un sens dans un système de pensée. Par exemple, un effet adverse dans un contexte particulier. La connaissance, c'est de l'information finalisée, contextualisée pour servir à l'action, et c'est principalement dans les actions que l'on utilise de la connaissance. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle peut être tacite et donc peu formalisée, hein, c'est l'expérience, le savoir-faire de chacun, ou explicite, et là, elle est stockable, transmettable. On a aussi quelque chose d'important dans notre activité, ce sont les données probantes. Les données probantes, donnée probante, c'est une connaissance scientifique explicite basée sur des faits constatés, avec une méthode valide et sur laquelle on peut se fonder avec confiance pour mener une pratique médicale ou bien une politique de santé. Et donc, ces données probantes sont fabriquées à partir d'une méthode rigoureuse, telle que les revues systématiques ou les méta-analyses bien menées. On reviendra à cette question méta-analyse un peu plus tard dans la conférence. Et on a aussi des synthèses de travaux validés par les sociétés savantes qui constituent aussi des données probantes. Il y a aussi les recommandations de pratiques professionnelles qui sont réalisées par des institutions. En France, la Haute Autorité de Santé. En Angleterre, le NICE. Au Québec, je crois que c'est l'INES. Et des groupes de médecine factuelle peuvent faire ça aussi. C'est les groupes Cochrane principalement. Alors, dans les études et dans la constitution de connaissances, on a ce qu'on appelle en France des schémas d'études et ce qu'au Québec on appelle des devis d'études. Donc on a des méthodes qui nous permettent de construire de la connaissance, mais ces différentes méthodes ont un niveau de preuve scientifique différent. Au niveau supérieur, au niveau 1, on trouve donc les essais comparatifs randomisés de forte puissance, tels que les essais cliniques, ou bien les méta-analyses d'essais comparatifs randomisés. Et ça, si vous voulez, c'est une vision un petit peu francophone parce que chez les anglo-saxons, actuellement, les méta-analyses passent en premier et, et les essais randomisés sont à un niveau un petit peu inférieur aux méta-analyses. Ensuite, on a euh, le niveau 2, c'est les essais comparatifs randomisés de faible puissance, c'est-à-dire avec un faible effectif, hein, ou un effectif à peine suffisant, ou peut-être un petit peu insuffisant, ou les études comparatives non randomisées mais bien menées, et de même que les cohortes. Les cohortes étant un niveau 2 par rapport aux essais cliniques, parce qu'on sait que dans le suivi d'une cohorte, qui peut se faire sur plusieurs années, on a beaucoup de perdus de vue, et c'est ce qui explique un petit peu leur niveau 2. En niveau 3, on a ce qu'on appelle les études cas témoins. Ça veut dire, pour des maladies rares, on récupère des cas, on y associe des témoins. Donc, on fabrique un petit peu l'échantillon, en quelque sorte, et ce qui affaiblit un petit peu la validité scientifique. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont au niveau 3. Et leurs preuves apportées est jugée faible. Ensuite, on a le niveau 4, c'est les essais
comparatif avec série historique, ça veut dire fait à partir de dossiers médicaux, par exemple, d'archives. Euh, Bien les études comparatives comportant des biais importants, les études rétrospectives en général, les séries de cas et les études épidémiologiques descriptives. Voilà. Donc pour ce qui est la théorie de ce qu'est ce que sont les connaissances, euh, on va aborder ce qui s'est passé depuis la fin du XXe siècle. Nous sommes entrés dans une période de bouleversement des connaissances. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les connaissances étaient enfermées dans des bibliothèques ou dans des bases de données peu accessibles, où on avait donc, nous, notre connaissance personnelle, elle était sur des étagères, dans des livres ou dans des supports de cours. Et la critique était réservée aux érudits, hein. L'acquisition des connaissances était une transmission du savoir par des enseignants, par des sachants, et la production de connaissances était réservée à une élite. Euh, Ça a changé avec le XXIe siècle. Ça a été facilité par l'Internet, par un esprit d'ouverture et de transparence, un accès libre plus facile, par des conceptions plus collectives du développement des connaissances, et sans y revenir à la fin de ma présentation sur cette conception collective. Sur l'acquisition des connaissances aussi qui se modélise comme un partage, hein, qui s'accentue chaque jour. Donc, si vous voulez, la connaissance était un stock auparavant, jusqu'au XXe siècle, et à partir du XXe siècle, elle devient un flux, parce qu'elle est mouvante, elle est changeante, et, euh, et si on veut avoir une connaissance sur un sujet donné à un moment donné, il faut aller puiser dans le flux, comme dans une rivière, puiser dans le flux la connaissance à un moment donné, parce qu'elle est tellement changeante que ce n'est pas la peine de la stocker. Elle varie à tout moment, hein. Et des nouveautés arrivent sans arrêt, constamment, dans ce flux. Donc auparavant, chaque professionnel constituait son fonds documentaire pour son stock, mais maintenant, ce n'est plus possible avec le flux que constitue la connaissance. Et donc, on arrive à une inflation informative et, euh, et donc le professionnel n'a pas tellement besoin de stocker de la connaissance, mais ce qui lui est demandé actuellement, c'est d'être capable de la trouver quand il en a besoin. C'est plutôt ça la nouveauté au XXIe siècle, c'est qu'on ne stocke plus, on, on a une technique pour aller chercher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Euh, Et donc, dans ce contexte de flux, le processus de production se dématérialise. Tous les processus de production, pas seulement la connaissance, mais tous les processus de production se dématérialisent. Et, euh, et la connaissance constitue donc ce capital immatériel qui est souvent porteur de plus de valeur dans une entreprise que le capital investi. Entreprise comme université, la valeur du capital immatériel d'une université, c'est pas tellement les murs de l'université, hein, ni le mobilier, c'est les gens qui y travaillent qui constituent sa valeur. Et d'ailleurs, les classements des universités au niveau mondial ne se fait pas sur le matériel dont elles disposent, mais sur les compétences des gens qui y travaillent. Ce qui fait que un pays, une université, une institution ou un professionnel, chacun doit structurer ce capital immatériel et être capable de le gérer. Et il devient important donc de le gérer, d'évaluer cet actif dont on dispose, de le protéger, le sécuriser, et même sur le plan de son développement, développer des veilles stratégiques, c'est-à-dire faire de la recherche sur le futur, qui n'existe pas encore, sur des connaissances qui ne sont pas encore sorties. Il faut être capable d'installer des processus de veille dans le futur. Et ça, on va voir de quoi il s'agit à ce moment-là. Et donc, être capable de déceler les innovations, de surveiller la concurrence, parce que les veilles stratégiques dont je vais parler servent aussi pour certains à surveiller la concurrence. Par exemple, voilà, j'ai installé une veille stratégique sur Google sur Ebola, sur le mot Ebola, hein. Et donc, je la lis avec le logiciel Zotero. Donc, ça veut dire que à tout moment, dès qu'il sort le mot Ebola sur une publication dans Google,
j'ai l'information. Et donc, vous voyez, la dernière fois que c'est sorti, c'est donc il y a une semaine, enfin, sur les publications dans les médias hein, que je vise. Hein. Donc, il y a une semaine, il est sorti une information sur un média qui est passé sur Google News. Vous voyez? De même, en Ouganda, il y a eu un problème. Euh, donc, aussi un article est sorti sur l'épidémie d'Ebola en RDC n'est pas une urgence internationale, vous voyez. Donc, ça, c'est une surveillance permanente que l'on peut monter très facilement et qui permet j'en ai plusieurs comme ça, plusieurs points, que vous voyez, par exemple, la résistance aux antibiotiques, pareil aussi, que je mets en surveillance. De même, j'ai une veille stratégique sur PubMed pour récupérer tous les jours sur PubMed tout ce qui peut sortir en termes d'effets adverses sur les vaccins anti-Covid, parce que je m'intéresse à la question et notamment sur les maladies auto-immunes hein, qui peuvent être liées soit au Covid, soit aux vaccins anti-Covid. C'est, euh, c- donc j'ai une veille constante sur ces sujets qui part de PubMed et qui arrive sur mon logiciel Zotero. Voilà. Donc, comment, c'est très facile à faire, hein, c'est pas de la magie, hein, c'est très facile à faire. Je fais une recherche sur PubMed qui m'intéresse, et cette recherche, je la transforme en flux RSS, et le flux RSS est lisible par Zotero, et c'est une installation qui demande 3 minutes quoi, à être montée sur n'importe quel sujet. Voilà, donc c'est sur des points importants, notamment quand on est en train de mener un projet de recherche, c'est important de faire une veille stratégique sur ce qui va sortir pendant qu'on travaille sur le projet pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui mette en cause nos méthodes de travail sur le projet et qui devrait donc nous faire porter sur une amélioration de notre méthode du projet. Voilà. Quand bien même Monsieur Rayron est en période de mise à l'épreuve après avoir été reconnu coupable. Euh, voilà, donc je continue. Euh, donc, ce qu'il faut voir aussi à partir du XXIe siècle, c'est que le lien de corrélation entre âge et savoir s'est rompu. Auparavant, la connaissance était liée à l'âge. Hein. Maintenant, à cause du fait que la connaissance n'est plus un stock mais un flux, elle n'est plus liée à l'âge, elle est plutôt liée à des compétences en matière de nouvelles technologies, de l'information et des communications. Et les jeunes sont souvent plus aptes que les plus âgés comme moi à, à manipuler les nouvelles technologies de l'information et donc d'être plus capables d'aller trouver l'information dont ils ont besoin que le sont les plus âgés. Et donc, on assiste maintenant à une transgression de cette hiérarchie du savoir qui pourtant existait depuis le début de l'humanité. Il y a eu un changement avec le XXIe siècle qui a changé justement ce transfert des compétences entre les nouvelles générations et les plus âgés. Euh, je m'excuse auprès des gens de mon âge hein, de ce que je dis, ça peut les vexer, mais c'est une réalité, ce courant qui existe et qui montre qu'il y a un changement à ce niveau-là. Donc, il y a aussi un processus de tri et d'appropriation à mener. Les publications scientifiques constituaient un mode de connaissance, de communication de la connaissance, d'émettre vers les élèves principalement. La validité des publications est très peu contestée, mais elle est beaucoup plus fragile actuellement. On a vu avec ce qui s'est passé, l'affaire du Lancet Gate aussi pendant l'épidémie Covid, des rétractations croissantes dont nous a parlé Hervé Maisonneuve dans une des dernières conférences qu'il y a eu ici même. Euh, donc c'est un problème important. Et, euh, et de ce fait, il faut, on ne peut plus se fier nécessairement à une publication. On doit trier d'abord celles dont on a besoin, hein, qui font partie qui ont un intérêt pratique pour nous, mais aussi on doit les trier avec une capacité en lecture critique, parce que le grade ou la notoriété de l'auteur ne suffisent plus pour garantir la qualité d'un article. Euh, Ce qui est important aussi de comprendre actuellement avec l'Internet et l'accès libre à beaucoup de publications, c'est que on constate que le partage d'une connaissance ne diminue pas sa valeur, au contraire, elle l'augmente. Euh,
donc la valeur de la connaissance est plus liée est plus liée à son niveau de partage, c'est-à-dire à sa diffusion, qu'à son appropriation. L'appropriation l'enferme, tandis que le partage la diffuse et donne de la valeur à cette connaissance. Elle n'a plus besoin donc d'être une propriété exclusive et, et la transmission n'appauvrit pas l'auteur de la connaissance. Au contraire, elle augmente sa valeur, elle augmente la valeur de l'auteur et elle augmente aussi la valeur de la connaissance par sa diffusion. Et ce qui est à remarquer, c'est que la diffusion des publications scientifiques notamment n'est pas rémunérée pour l'auteur, hein. Au contraire, parfois il paye la publication de son article mais lui, il n'en est pas rémunéré. Et, euh, et donc, c'est un peu contraire aux règles connues de l'échange marchand où la rareté augmente la valeur, alors que là, non, c'est plutôt la diffusion qui augmente la valeur d'une connaissance, c'est pas sa rareté. Et donc, ce qui amène à considérer que la connaissance est un bien public. Euh, les modèles économiques de l'édition scientifique changent. Hervé Maisonneuve, vous en avez parlé aussi ici même. Euh, si vous voulez, les éditeurs ont beaucoup apporté dans la diffusion des connaissances pendant plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle, mais actuellement, ils l'entravent, les éditeurs l'entravent. D'une part, par la multiplicité des revues et donc la dispersion des connaissances. On dit que dans une spécialité médicale, il faut lire une cinquantaine de revues de la spécialité pour être au courant de toute l'évolution de sa propre spécialité. Et ça, personne ne peut le faire, de s'abonner à 50 revues et de les lire. Donc, c'est impossible. Et donc, il y a une dispersion des connaissances. Euh, il y a un peu un antagonisme aussi entre la cession des droits d'auteur à l'éditeur privé et, et le fait que les travaux qui ont amené à publier un article chez l'éditeur ont souvent un financement public des travaux. Et de ce fait, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises, aussi bien par le Sénat américain que par la Commission européenne, d'obliger les auteurs à publier, à rendre public leur article scientifique dans les 3 ans qui suivent leur publication, quand il y a eu soit un financement de l'État américain, soit un financement de la Commission européenne. Donc, euh, donc de s'opposer un petit peu à la position des éditeurs privés, hein, qui veulent garder les droits d'auteur sous leur protection. Donc cette surproduction de la propriété intellectuelle par les éditeurs est aussi un problème. Et le prix des abonnements, les frais d'impression et d'envoi, ceux qui sont devenus inutiles, sont aussi un problème. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, et je m'adresse à beaucoup de participants aujourd'hui, c'est que l'exclusion des pays du Sud est aussi un gros problème lié à cet enfermement de publications, malgré les efforts de l'OMS avec son projet INARI qui vise à favoriser l'accès à la connaissance scientifique et aux publications scientifiques, mais qui reste quand même, c'est un effort qui est important, mais qui reste quand même assez limité par rapport aux besoins. Donc, des nouveaux modèles économiques apparaissent qui facilitent le libre accès à la connaissance scientifique. Euh, Là, je cite l'Institut Pasteur qui définit donc ce qu'on appelle la voie verte. C'est l'auto-archivage des publications dans des archives ouvertes. Par exemple, en France, on a un site du CRNS et de l'INSERM qui s'appelle HAL, hein, HAL, euh, qui, euh, qui recueille comme ça, en archives ouvertes, les publications des auteurs qui veulent justement se couvrir par rapport aux obligations imposées par la Commission européenne. Et aux États-Unis, il y a aussi des sites comme ça qui permettent cette publication. Alors les auteurs, souvent, ne publient pas le tiré à part, quoi, le PDF de leur article, mais plutôt la version Word non modifiée par les reviewers pour montrer qu'ils ne profitent pas du travail de l'éditeur et qu'ils publient leur vrai travail à l'origine dans ces archives ouvertes pour pas se mettre en défaut par rapport aux obligations qu'ils ont avec l'éditeur. Donc, la voie dorée aussi,
qui sont des revues qui sont ouvertes aux lecteurs, mais qui demandent aux auteurs de payer. Alors c'est l'inverse de ce qui se passait dans l'ancien modèle, où c'était le lecteur qui était payeur. Là, c'est l'auteur d'articles qui est payeur, hein. Euh, et ensuite, ce qu'on appelle la voie diamant ou platine, où c'est des revues ou des plateformes de publication qui reçoivent des articles qui sont gratuitement, qui est publient gratuitement et qui permettent aux lecteurs de les lire gratuitement. Voilà. Ça peut être des universités aussi qui font ça ou des différents financeurs. Alors voilà l'HAL en France qui permet, disons, de déposer ses travaux librement, même si on les a publiés par ailleurs. Alors, voici les des diffuseurs dont j'ai connaissance en termes d'accès libre. Il y a PubMed Central, qui est un site qui est parallèle au site de PubMed, hein. C'est fait aussi par la même bibliothèque nationale des États-Unis qui fait PubMed. Mais PubMed Central est en contrat avec les éditeurs et donc, pour y être, il faut que les éditeurs acceptent de rendre public leurs publications d'articles dans l'année qui suit la, la publication de l'article. Et donc, à partir de ce moment-là, ils apparaissent sur PubMed Central. Tandis que sur PubMed, il y a un mix entre des articles en accès libre et des articles qui ne le sont pas en accès libre. Euh, voilà. Biomed Central est un éditeur de revues en accès libre. Directory of Access Journal, c'est ce qu'on appelle le DOAJ. C'est un site scandinave qui recueille des revues qui sont en accès libre, à dominante anglophone et hispanophone. Euh, Ensuite, il y a Free Medical Journal, qui est un site allemand qui publie des articles de revue en accès libre et qui publie aussi des livres en anglais qui sont en accès libre. Ensuite, j'ai mis un plus ou moins là parce que c'est un mix entre ce qui est accessible librement et ce qui ne l'est pas. L'éditeur Kern en France, Science Direct, qui est donc Elsevier, une version d'Elsevier qui donne un accès libre à certaines revues, et LISA qui est fait par le CHU de Rouen et qui aussi indique des revues en accès libre, mais pas uniquement. On a aussi les sites de préprint actuellement qui arrivent comme des nouveautés, et ce sont des sites où les chercheurs vont déposer leurs articles au vu de la communauté scientifique avant d'être publiés pour recevoir cette critique, pour éviter un petit peu la lourdeur des critiques des reviewers et donc de corriger leur article avant de l'envoyer à une revue. Alors, il y a pour la médecine, c'est Medrix, BioXiv pour la biologie, et puis pour les sciences humaines et sociales dans Socarxiv. Euh, on a aussi ce qui est un peu nouveau au XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle la crise de la reproductivité. Et certaines études montrent que jusqu'à 50% des articles qui indiquent des résultats intéressants ne sont pas reproductibles. Pourquoi? Parce que les essais cliniques sont parfois biaisés pour des intérêts financiers. Il y a une pression de publier vite et puis de faire un peu n'importe quoi. Il y a aussi des problèmes de taille d'échantillon, tout ça aussi pour des questions de rapidité ou de manque de financement, ou des tests statistiques mal adaptés. Donc, ça, ça remet en cause la fiabilité de certaines avancées scientifiques. Si on suit sur certaines maladies, par exemple sur les AMR, bon, on a cru en des médicaments, les essais étaient très positifs et finalement ça marche pas. Bon. Et ça, c'est une constante malheureusement dans cette maladie. Euh, alors, il y a ce changement, ça s'accompagne de problèmes, hein. On a donc des controverses qui se posent parce que les articles sont publiés trop rapidement. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'hydroxychloroquine pendant la pandémie, où
Les critiques étaient assez négatives, mais malgré tout, les auteurs ont trouvé moyen de publier leur article là-dessus, sur le résultat de l'hydroxychloroquine. Euh, les, les revues prédatrices aussi sont un phénomène assez nouveau. Ce sont des informaticiens qui créent un site internet et qui montent une revue fictive et qui proposent, en payant 300 euros ou 300 dollars par exemple, d'avoir un article publié assez rapidement avec soi-disant une relecture alors qu'il n'y a pas de relecture en réalité. Et puis, ce qui est aussi nouveau, c'est les usines à articles. Donc, voilà pour les revues prédatrices. C'est une affiche qui est destinée à être à disposition de les universités en France et qui demande de faire attention à ces revues, de ne pas publier dedans. Les usines à articles, c'est principalement en Chine et en Russie qu'on trouve ça, où on vous propose sur des sites, on vous propose un article où on propose que le résumé, hein, en général, de l'article, et on se dit que l'article est prêt à publier, et il y a un prix à payer pour être soit premier auteur, soit deuxième, soit troisième, alors le prix est dégressif suivant le rang de l'auteur que vous achetez, et ça vous permet comme ça d'avoir un article publié où vous êtes auteur et que vous n'avez aucune connaissance de l'article. Voilà. Et donc, il y en a beaucoup, malgré tout, et, euh, et qui paraissent dans des revues qui ont un impact facteur important, hein. Ça a été étudié là-dessus. Euh, et donc, il y a des chasseurs de fraude on connaît bien Elisabeth Bick, qui s'est illustrée sur le Covid notamment, sur les articles qui étaient liés au Covid et à l'hydroxychloroquine, et Jennifer Byrne, et puis David Bimler. Voilà, c'est trois chasseurs de fraude que j'ai repérés, mais il y en a probablement d'autres aussi. Alors, il y a un article qui est paru dans le BMJ qui indique que quand même, la plupart des articles publiés par les usines à articles sont dans des revues qui sont au niveau du deuxième quartile le plus élevé en impact factor, vous voyez. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, et puis pour le futur, on attend un peu l'intelligence artificielle, ce qu'elle va nous apporter dans la production de connaissances, et puis on est tout à fait ouvert à ça. Je vois et je trouve que de mon côté que c'est une bonne chose. Euh, Beaucoup d'auteurs maintenant déposent leur article sur ChatGPT et demandent à ChatGPT de leur dire les faiblesses pardon. Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que vous avez, je ne sais pas ce qui se passe, là. C'est comme si votre partage était devenu fou. Cessez-le, puis essayez de le reprendre. Alors, pour cesser le partage, est-ce que je peux le faire d'ici, moi? Arrêter le partage, oui. Attendez, j'essaye. Là. Je vous l'ai passé, je ne peux pas le cesser pour vous. Oui, attendez, je vois. Je- Non, c'est pas sur cet écran-là, habituellement, parce que là, vous êtes sur un écran WhatsApp, je crois. Non, mais j'ai. Donc, Si je je vais vois- répondre. Voilà, je crois que c'est parce que quelqu'un m'appelle. Je vais répondre et je. Bon, moi, je vais suspendre l'enregistrement parce que là, ça devient un peu...